suis très heureux que Brice, Christian, Nadine et toute l'équipe de l'association aient pris l'initiative d'organiser cette grande journée ensemble. Parce que chacun et chacune d'entre nous avons d'authentiques raisons de nous retrouver aujourd'hui. Bien sûr, parce que le lien premier qui est le nôtre, c'est notre relation personnelle, politique bien sûr, mais aussi personnelle avec Nicolas. Et aussi, il faut bien le dire, parce que nous avons été, les uns et les autres, des citoyens engagés, des militants, des fantassins pour nos idées, que nous avons considéré tout au long de cette campagne présidentielle héroïque que nous avons menée aux côtés de Nicolas, que les idées pour lesquelles nous nous battions, que les valeurs que nous défendions étaient les seules possibles dans la période de crise que traverse notre continent, l'Europe, et notre pays, la France. Force est de constater que 9 mois après, tout ce que nous redoutions, je dis bien tout ce que nous redoutions, est en train d'arriver. Et c'est la raison pour laquelle je considère que cette rencontre doit aussi marquer le coup d'envoi d'une nouvelle étape dans l'action de l'opposition républicaine que porte notre famille politique. Parce que c'est vrai, le deuxième semestre de cette année 2012 a été difficile, on ne va pas le dissimuler, nous le savons les uns et les autres. Parce que nous avions notre deuil à faire de cette défaite que nous n'avions vraiment pas souhaitée. Mais aussi parce que, comme toujours, ce sont des phases de désorganisation, réorganisation. Et je suis bien heureux de voir que depuis que 2013 a commencé, les uns et les autres, nous avons retrouvé le chemin de la sagesse, de la volonté de travailler ensemble, la main dans la main, et que tous, nous n'avons plus qu'une seule idée, veiller à servir l'intérêt de la France et des Français à travers les idées que nous avons bâties avec Nicolas Sarkozy. Et une réunion comme celle-là, c'est une manière, puisque Brice, tu as choisi avec l'équipe de parler d'Europe, c'est une occasion de dire aussi combien nous avons appris de ce que Nicolas Sarkozy a fait dans le domaine européen. Il y avait des recettes au succès européen de la France. D'abord, une vision politique qui était simple, qui était claire, qui consiste à dire que rien de grand ne se fait sans la volonté de faire. Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Depuis si longtemps, on entendait parler d'euroscepticisme. Cette conviction volontariste que Nicolas Sarkozy appliquait à la France, il l'a appliquée de la même manière à son message européen. Deuxième élément, un axe stratégique central, c'est le lien entre la France et l'Allemagne. Non pas évidemment pour s'enfermer dans une relation à deux, mais pour entraîner les autres pays. Troisièmement, une capacité de réaction rapide qui colle au personnage. Quand les situations sont difficiles, quand il s'agit de répondre rapidement à une crise, il doit y avoir un homme aux commandes qui fait œuvre de sang-froid, qui n'écoute pas les conseillers de tout poil, les chroniqueurs de tout niveau, qui est seul à assumer avec ses équipes le destin de notre pays. Les crises, Dieu sait si l'Europe en a connu tout au long du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il a été un acteur majeur pour la résolution de ces crises. Et enfin, dernier point, qui a été la quatrième recette de la réussite de l'action conduite. C'est la volonté en permanence de veiller à ce que la France soit crédible par rapport aux autres pays, en assumant nos engagements, en faisant les réformes structurelles, en veillant à ce que dans tous ces domaines, nous ne soyons pas le mauvais élève de la classe. Autant vous dire, et nous en parlions encore ce matin avec Bruno Le Maire, en bureau politique, autant vous dire que ce qui s'est passé il y a 15 jours, avec l'échec de la France au Conseil européen, doit sonner le glas d'une politique qui est en train de mener notre pays au bord de l'abîme. Ce qu'a fait François Hollande, en 9 mois,
d'action présidentielle a conduit à nous mettre dans une situation de malentendu complet avec l'ensemble des autres partenaires. Chaque jour qui passe, et les sondages le montrent, les Français peuvent mesurer ce que Nicolas Sarkozy a apporté à l'Europe. Et chaque jour qui passe, par contraste, les Français peuvent mesurer combien François Hollande, en réalité, est arrivé au pouvoir en mentant aux Français. En actant qu'on n'allait pas tenir l'objectif de réduction du déficit de 3%, alors que c'était un engagement qu'il avait pris devant les Français, il nous a montré en réalité comme un bulletin de notes. Il nous a montré que ce qui devait être le résultat d'une politique volontaire s'est soldé par un échec cuisant, et je n'accepterai pas que François Hollande veuille reporter sur d'autres un échec qui est d'abord le sien. Et ça, c'est notre volonté. J'ai vu d'ailleurs, je ne sais pas où, hier ou avant-hier, que François Bayrou avait déclaré qu'il ne regrettait pas d'avoir voté. Il ne regrettait pas d'avoir voté François Hollande. Il est de plus en plus le seul à pouvoir le dire. Oui. Alors, je voudrais en quelques mots vous dire ce que doit nous inspirer l'action de Nicolas Sarkozy en termes européens. Le premier point, et je veux vraiment que ce soit pour notre famille politique un axe majeur, c'est la relation, c'est le caractère indépassable, indestructible de la relation entre la France et l'Allemagne pour faire avancer l'Europe. Ce point ne doit être contestable par personne. Il faut être lucide. Quand la France et l'Allemagne s'entendent, l'Europe avance. Quand la relation franco-allemande s'essouffle, à chaque fois, c'est l'Europe qui est au point mort. Depuis la communauté européenne du charbon et de l'acier, européenne du charbon et de l'acier, en passant par la création de l'euro, c'est à chaque fois la France et l'Allemagne qui ont permis ces grandes avancées européennes. De la même manière, et ce, en dépit de leurs différences et de la phase d'adaptation au départ, la relation entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel a été remarquable. Elle ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu des divergences, qu'il n'y ait pas eu des différences. Je salue Hans-Gerd Pöttering qui nous a rejoints. J'étais en train de dire du bien de la relation entre la France et l'Allemagne, c'est bien que ça arrive. Je veux dire ça parce que j'ai la grande chance de m'exprimer devant la Fondation Adenauer il y a de cela quelques jours, et c'était vraiment pour moi un moment extrêmement important de pouvoir dire à nouveau ce credo. Cette relation entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, durant les 5 années qui viennent de s'écouler, a été majeure. Jamais, sans la solidité de ce lien, l'Union européenne n'aurait pu faire face à la crise financière internationale et à la crise de l'euro. Je vous dis ça parce qu'il y a quelque chose de très injuste en politique, c'est qu'une catastrophe, quand elle est évitée, elle est toujours sous-estimée et ensuite totalement oubliée. Le mérite de ceux qui se sont battus pour nous préserver du pire est donc souvent occulté. Et comme il est de bon ton de ne jamais dire du bien des responsables politiques, y compris quand ils réussissent quelque chose, le temps a passé et cela a tendu à banaliser l'action de ceux qui se sont comportés en hommes d'État au bénéfice de ceux qui ne sont pas capables de prendre des décisions courageuses. Autant vous dire que notre rôle à nous, à l'UMP, comme d'ailleurs à nos amis de la CDU, est de rappeler en permanence que c'est ce lien fort entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui ont permis de poser les fondamentaux qui ont préservé la zone euro et qui ont préservé l'ensemble de notre continent du plus grave crash financier de toute l'histoire de notre continent. Nous n'en sommes pas pour autant sortis, c'est le moins qu'on puisse dire, mais nous posons chaque jour, depuis cet héritage,
des bases solides. C'est vrai, c'est un euphémisme de dire que depuis l'élection de François Hollande, le couple franco-allemand n'a plus rien à voir. Je regrette que le président de la République ait cherché à nouer des alliances de circonstance avec les pays les moins vertueux pour contourner l'Allemagne. De ce point de vue, son voyage en Grèce hier ne me paraissait pas le message qu'il convenait d'adresser à un moment. Le résultat des courses, c'est que ce n'est pas l'Allemagne qui s'est trouvée isolée depuis 6 mois, c'est la France. L'accord sur le budget européen en est la preuve. François Hollande s'est fait élire sur la promesse d'un grand pacte sur la croissance européenne à 120 milliards d'euros. Dans les faits, pour la première fois, le budget européen sera en baisse pour les 7 années à venir, y compris avec des coûts qui concernent, hélas, la politique agricole commune. Cela m'amène à vous dire quelque chose d'un peu plus personnel. J'ai été, comme beaucoup de mes amis parlementaires, invité à la célébration du 50e anniversaire du traité de l'Élysée à Berlin. Je suis ressorti de cette journée, et c'est quelque chose que j'ai partagé d'ailleurs avec quelques-uns de mes amis. Pardon de citer à nouveau Bruno, mais nous parlons souvent ensemble de ces questions. Je suis heureux aussi de saluer beaucoup de ceux qui sont présents ici. Je suis ressorti de cette journée avec un sentiment très partagé. D'abord parce que le premier sentiment que j'ai ressenti, et je crois que vous auriez vécu et ressenti exactement la même chose, ça a été un sentiment de très grande émotion. Parce que se retrouver au Bundestag, dans cet immense hémicycle, députés français et allemands la main dans la main, écoutant les uns et les autres, les deux hymnes, allemands et français, ça restera pour moi un souvenir d'une très grande émotion. Et j'ai ressenti l'immense honneur qui pouvait être le nôtre de responsables politiques élus de la nation à pouvoir vivre au nom de notre pays ce moment d'émotion. Et je dois vous dire, avec hélas le même souffle, que j'ai regretté le manque d'élan des discours que j'ai entendus. Parce qu'il m'a semblé que la célébration du traité de l'Élysée ne peut pas être seulement, même si déjà cela est immense, un hymne à la paix et à l'amitié entre nos deux pays. Cela doit être aussi l'occasion permanente de répondre à une exigence. Comment donner un nouvel élan à la relation franco-allemande? Or, nous n'y sommes pas parvenus. Et je veux ici mettre en garde. Parce que pour l'avenir, la question de la relation franco-allemande sera au cœur de la construction européenne, compte tenu de l'euroscepticisme que nous voyons monter dans tout le continent. Et si je parle bien souvent d'un G2 franco-allemand pour désigner cette convergence, c'est parce que je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Nos amis allemands ne peuvent pas continuer de regarder l'effort de défense que nous faisons sans nous accompagner. Je sais que c'est un sujet difficile, qui donne lieu à controverse en Allemagne. Mais enfin, nous devons à un moment ou à un autre nous poser la question de l'Europe de la défense. Or, que peut être l'Europe de la défense s'il n'y a pas entre la France et l'Allemagne, la main dans la main, une même vision sur la défense de notre continent? Je regrette la solitude de la France au Mali. Je suis de ceux, comme tous mes amis, qui avons soutenu le président de la République au nom de l'opposition constructive dans la décision d'intervenir au Mali, tout en posant des questions. Et je préfère le dire, on continuera de poser des questions, notamment sur l'isolement diplomatique de la France. Mais enfin, laissez-moi vous dire combien, alors que les Américains sont en train de regarder du côté de l'Asie, combien je regrette que l'Europe ne prenne pas plus conscience de la nécessité d'une politique de défense engagée et courageuse pour protéger 450 millions de citoyens. Pour les efforts, c'est aussi bien sûr du côté français. Comment voulez-vous que nous portions ensemble une politique européenne courageuse si, alors que l'Allemagne poursuit les efforts engagés en matière de réforme structurelle de son économie, nous arrêtons la totalité des réformes qui ont été engagées par Nicolas Sarkozy? C'est la raison pour laquelle je plaide, comme beaucoup, sur la nécessité de dire à François Hollande que l'heure est venue de changer immédiatement de politique économique. Il faut, je ne cesse de le proposer dans toutes les tribunes où je me trouve, avoir un vrai débat avec les Français, engager ce que j'ai appelé un Big Bang économique et social.
dans lequel nous mettons sur la table les grands sujets. La question de l'apprentissage, qui est une telle réussite en Allemagne. C'est bien d'avoir un diplôme, mais disons aussi qu'il nous faut un métier pour tous ces jeunes et moins jeunes qui ont tant de mal à réussir le début de leur parcours quand on voit le taux de chômage des plus jeunes. Comme de la même manière, on doit mettre sur la table la question de l'innovation et de la recherche, comme on doit mettre la question du travail, du coût du travail, la question de la durée du travail. Toutes ces questions doivent être mises sur la table d'urgence. On ne peut pas imaginer que le matraquage fiscal des ménages et des entreprises puisse tenir lieu de politique économique. Le pouvoir d'achat est ébranlé. La croissance est à zéro. C'est maintenant qu'il faut changer de politique et s'engager vers ce que nous préconisons. La deuxième leçon que je voulais évoquer, la deuxième enseignement que je tire de l'action de Nicolas Sarkozy, c'est la nécessité d'un volontarisme politique au cœur de l'Europe. Vous vous souvenez de ce que fut la présidence française de l'Union européenne? Un moment extraordinaire. Il y avait quelque chose d'ailleurs qui m'avait beaucoup marqué, je me rends beaucoup en Europe, comme un certain nombre d'entre nous. Il y avait quelque chose d'absolument fantastique. Au début de la présidence française, à chaque fois qu'on voyait un de nos amis européens, ils nous disaient « Oh là là, mais vous envoyez votre Sarkozy, ça va se passer comment ?» À la fin de la présidence française, ils disaient « Vous ne pourrez pas le garder un peu plus longtemps ?» Entre les deux, la gestion de la crise économique, la gestion de la Géorgie, l'installation d'un leadership européen incarné, positif, constructif, collectif. Bref, l'idée que l'on doit se faire demain d'une rénovation en profondeur de la gouvernance politique de l'Europe. Je voudrais vous dire sur ce sujet que le volontarisme politique n'est pas simplement l'apanage de nous Français. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Je vous invite à lire le discours de David Cameron, brancardé par tout ce que l'Europe compte d'observateurs. Je vous recommande de le lire parce qu'il est beaucoup plus intéressant qu'on ne le croit. Ce discours, il l'a prononcé le 23 janvier dernier. On n'en a retenu qu'une seule chose, la demande d'un référendum. Pour faire sortir la Grande-Bretagne de l'Europe. Il me semble qu'au-delà des considérations de politique intérieure, il y a dans le discours de Cameron un diagnostic implacable des forces et des faiblesses de l'Europe aujourd'hui. Les nier serait une erreur politique majeure. Que dit David Cameron? Il dit que la grande réussite de l'Europe, c'est d'avoir réussi un continent de paix, là où, pendant 2 millénaires, ce ne fut que sang et feu. Mais il dit aussi que ce que nous avons réussi sur la paix, nous ne sommes pas en train de le réussir en matière de croissance et de prospérité économique. 450 millions de citoyens et de citoyennes, des perspectives de croissance extraordinaires et un continent ravagé par les délices et les délires de spéculation, d'activités économiques mal régulées, parfois trop, parfois pas assez, et le tout dans une ambiance où la croissance semble passer à côté de l'Europe. Sur ces questions, je note que Mme Merkel n'est pas très différente lorsqu'elle a souhaité, au mois d'août dernier, l'établissement d'une convention pour imaginer un nouveau traité. Ni Barroso. Seul François Hollande n'est pas dans ce débat. Je le regrette. Et là encore, c'est à l'UMP de mettre en place les fondamentaux d'une réflexion nouvelle sur l'Europe à l'endroit des Français. Sur ce sujet, je ne peux pas simplement mettre sur la table l'idée qu'il faudrait un nouveau traité et pas dire ce que j'en pense. Essayons, là encore, d'aller à un rendez-vous de bon sens. Quel est, pour nous, le point central? C'est le décalage croissant entre ce qui se décide à Bruxelles et l'euroscepticisme de millions de citoyens en Europe, chère Françoise. Rappelez-vous les uns et les autres que nous n'arrivons plus à gagner, je parle des pro-européens, un seul référendum quand il s'agit de l'Europe. Il y a donc bien quelque part quelque chose qui ne va plus. Et avec le traité de Lisbonne, rappelez-vous combien Nicolas Sarkozy avait ouvert la voie en cherchant à réconcilier la France du oui et la France du non. De mon point de vue, je prends mon risque en le disant, sortons des jeux de rôle convenus entre pro et anti-européens, entre ceux qui sont éternellement fédéralistes et ceux qui sont éternellement souverainistes. Nous savons pertinemment les uns et les autres que nous ne ferons pas les États-Unis d'Europe comme d'autres avant ont fait les États-Unis d'Amérique. C'était une autre histoire, un autre siècle, une autre configuration. En revanche, imaginons demain comment dessiner une Europe dont la seule vocation soit d'être, comme le dit Jean-Pierre Audy,
l'Europe des résultats et l'Europe des solutions. Les Français, finalement, comme tous les autres citoyens d'Europe, se moquent éperdument de savoir qui doit faire quoi. En revanche, ils nous demandent d'aller au résultat. Et c'est suffisamment compliqué pour que l'on ne s'embarrasse pas de débats qui viennent ralentir les choses, là où ce qui compte, c'est la détermination d'objectifs qui soient clairs. Ça m'amène évidemment à dire que si nous devons poser un jour une réflexion sur un nouveau traité, ce sera pour dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Il y a des domaines dans lesquels nous devons évidemment assumer une plus grande intégration européenne, à commencer par la politique économique. François Baroin l'a écrit dans son livre. Nous sommes nombreux à plaider pour cette thèse. Il est évident que sur ces sujets, la convergence doit être majeure. On ne peut pas avoir un grand pays comme la France qui, seul dans son coin, arrête toutes les réformes de structure pendant que tous les autres grands pays européens les engagent courageusement pour essayer de tenir tête à des pays émergents dont on sait pertinemment que leur rythme de croissance n'est pas le nôtre. Il faut donc qu'on soit particulièrement rassemblés, convergents et solidaires, au lieu d'être ceux qui, à chaque fois, font l'inverse des réformes de structure. N'oublions jamais que les deux premières décisions de François Hollande a été premièrement d'arrêter le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant en retraite, et deuxièmement de revenir en arrière sur la retraite à 60 ans. Comment voulez-vous que nos partenaires puissent nous prendre au sérieux? Et puis il y a des domaines dans lesquels on doit pousser des coopérations, non pas avec tout le monde en même temps, mais des coopérations renforcées entre les États qui veulent bien le faire. C'est ce qu'on a appelé l'Europe des cercles. J'ai cité la question de la défense. Il faut naturellement aller le plus loin possible. Même chose sur l'alimentation. Comment imaginer demain sur cette question majeure de l'alimentation, on continue d'avoir des débats aussi absurdes, comme si on parlait d'une matière abstraite, économique comme une autre. L'alimentation, c'est la vie. On est capable de faire des débats pendant des décennies sur la dépendance énergétique et personne ne parle d'alimentation, comme si on pouvait se payer le luxe de dépendre d'autres continents alors que l'on est, dans ce domaine, un des continents les plus efficaces en termes de qualité de production alimentaire. L'alimentation, c'est la vie, c'est pas un produit comme un autre. Donc c'est un sujet sur lequel on ne doit pas craindre d'aller le plus loin possible, sans aller jusqu'aux épisodes de ces derniers jours sur les questions de traçabilité. Enfin, sur l'énergie, je rêve que l'Europe se transforme en grande centrale d'achat d'énergie. Ce serait quand même un peu plus simple pour aller négocier les tarifs vis-à-vis de ceux qui fournissent. Or aujourd'hui, alors que les traités le permettent, c'est devenu une maladie honteuse. L'idée que quelques pays se regroupent pour acheter ensemble leurs tarifs énergétiques est devenue comme si c'était un renoncement de souveraineté. Je crois que c'est une erreur majeure. Enfin, disons-le, il y a des domaines dont je crois que l'action serait plus efficace si elle était au niveau national. Je pense que les questions de sécurité ont une dimension européenne, cher Brice. Elles ont aussi une dimension nationale. Je pense que la question qui consiste à savoir quel doit être le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a mis en cause un certain nombre d'éléments de notre modèle judiciaire à un moment où nous sommes confrontés à des problèmes de politique pénale majeurs, mérite d'être mis sur la table. Chacun sait que son inspiration est le droit anglo-saxon. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Vous le voyez, mes chers amis, il y a là bien des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, pour une Europe qui protège et pour une Europe de l'efficacité. Ça m'amène à vous dire, pour conclure ce propos, que nous devons garder bien en tête tout ce qui a été initié par Nicolas Sarkozy. Que cela doit nous servir de référence, mais pas seulement à nous, parce que finalement nous sommes déjà convaincus, mais celles et ceux de ces très nombreux Françaises et Français qui, le 6 mai dernier, ont douté suffisamment pour ne pas mettre le bon bulletin dans l'urne. Celles et ceux qui, pour toute une série de raisons, s'étaient fait tellement enfumer par des mois et des mois et des mois de désinformation qu'ils n'avaient pas vu. C'est une pourtant simple que nous ne sommes pas en permanence, quand on choisit un président de la République, à rechercher la perfection incarnée. Que plutôt que de faire la liste des défauts, on ferait mieux de faire la liste des qualités. Que l'on peut être un homme charmant, sympathique, même drôle. On peut avoir une capacité extraordinaire à dire oui à tout le monde en permanence. Ça peut faire de vous un ami des bons et des mauvais jours. Mais ça ne fait pas nécessairement un homme d'État. Qu'à l'inverse, l'idée selon laquelle ce dont la France a besoin, peut-être plus encore que d'autres pays, c'est d'un responsable qui assume l'autorité publique,
qui le fait en connaissance de cause, avec expérience, avec solidité, avec sang-froid, qui sait être fidèle à ses amis, sans pour autant oublier le service de l'intérêt national. Tout cela, le moment venu, cela fait la carrure d'un homme d'État. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce domaine, cette journée, mon cher Christ, a aussi pour vocation de rafraîchir la mémoire à ceux qui, parfois, pourraient sentir qu'elle flanche, et nous serons toujours auprès de toi, auprès de Christian, auprès de Nadine, pour le rappeler. Merci beaucoup.